Le problème national camerounais, Rouben Oumniobé. Grand 4, observation devant la 4e commission, 1954. Monsieur le Président, le peuple de mon pays est parfaitement conscient de l'effort que déploient les Nations Unies pour la réalisation de l'objectif du régime international de tutelle. Cette volonté des Nations Unies de s'informer directement auprès des représentants des populations des territoires sous lesquels s'est manifestée par la décision que la 4e commission a prise le 1er octobre d'entendre un représentant de l'Union des populations du Cameroun au cours de la présente session de l'Assemblée générale. Ainsi donc, les remerciements que je dois exprimer à votre Assemblée ne sont pas un simple acte protocolaire, mais l'expression vivante du sentiment de gratitude émanant de centaines de milliers de gens qui luttent avec espoir pour l'avènement de leur peuple à son unité et à son indépendance. Monsieur le Président, bien que notre demande d'audition ait été mentionnée et mentionné beaucoup de points, je crois que cette première prise de parole me limitait aux principaux points qui font l'objet des propositions concrètes que nous avons eu l'honneur de soumettre aux Nations Unies par notre lettre du 30 avril de cette année. Toutefois, Monsieur le Président, étant donné la vigoureuse évolution que connaît le Cameroun en ce moment, et ce, depuis la dernière session des Nations Unies, je me permettrai de garder l'espoir que vous me donnerez l'occasion de reprendre la parole lors de l'audition des autres pétitionnaires du Cameroun. De ce fait, je pourrai utilement m'expliquer sur les problèmes tels que le respect des droits de l'homme au Cameroun, le progrès de l'instruction, la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies, l'exercice des libertés publiques, les rapports entre notre mouvement et les divers milieux du pays. Je voudrais cependant, sans plus attendre, traiter la dernière question qui figure sur notre demande d'audition. Il s'agit de la question de visa. Je dois en toute honnêteté reconnaître que sur ce point, un grand progrès paraît avoir été réalisé si l'on compare la situation à celle des années passées. En effet, ma demande de visa a eu sa suite après une attente de 14 jours au lieu de 37 en 1952 et 42 en 1953. Mais, si mes informations sont exactes, nous serions des pétitionnaires déjà arrivés à New York, les uns titulaires d'un visa B, nous autres d'un visa C. Et semble-t-il, d'aucuns pourraient avoir un visa permanent. Je crois donc qu'en demandant aux Nations Unies d'entreprendre des démarches auprès des autorités compétentes pour l'octroi du bénéfice du visa diplomatique aux ressortissants des territoires sous tutelle se rendant au siège des Nations Unies, nous avons eu la conscience en premier lieu de prêter un précieux concours aux autorités qui sont obligées de procéder chaque année à une longue procédure pour accorder le visa à une certaine catégorie de pétitionnaires. Je ne m'étendrai pas davantage, Monsieur le Président, sur cette question d'ordre administratif. Je voudrais maintenant aborder les questions qui rentrent dans nos propositions du 30 avril dernier et qui nous occupent. Réunification du Cameroun. Au cours de sa 13e session, le Conseil de tutelle a invité l'autorité chargée de l'administration à rendre compte de l'opinion de la population sur cette question ainsi que de sa propre opinion. Cette résolution du Conseil de tutelle, bien que ne donnant pas satisfaction à notre peuple qui réclame une solution urgente de la question, ne constitue pas moins une indication et ouvre ainsi la voie à la confusion de toutes les opinions qui se sont opposées à notre demande. Il reste entendu que je ne reprendrai pas point par point les arguments que j'ai eu l'honneur de développer dans cette enceinte le 17 décembre 52. Arguments qui restent encore valables sur toute leur ligne. Je voudrais tout simplement réfuter les raisons qui sont mises en avant par les autorités administratives et par tous ceux qui s'opposent à notre thèse sur la question de la réunification du Cameroun. On prétend que la question n'intéresse pas les larges couches de la population.
Pour ne donner que des références plus récentes, il convient de nous reporter au document TL 445 du 18 mars 1954, Conseil de tutelle, 13e session. Au cours de cette session, l'honorable représentant du gouvernement de Sa Majesté du Royaume-Uni a déclaré: le Conseil ne devrait pas se laisser aller à accorder l'intégrité d'un territoire défini par l'Union des populations du Cameroun et le Ngondo, la même importance qu'aux vœux toujours plus clairement exprimés des diverses populations qui habitent en cette région du monde. Continuant son exposé, le représentant de la Grande-Bretagne a déclaré que le régime de tutelle a pour objet de servir les intérêts des habitants du territoire sous tutelle et non de préserver l'intégrité d'un territoire déterminé. Le porte-parole du gouvernement de la Grande-Bretagne a terminé en faisant état de l'attitude du parti dit « Évolution sociale camerounaise », qui avait dit que la question n'intéressait pas les masses, et que cette appréciation était partagée par les diverses missions de visite qui se sont rendues au territoire. Il importe maintenant d'examiner rapidement les positions défendues par la mission de visite de 52. D'abord, en ce qui concerne le Cameroun, sous administration britannique, suivant document T1109, supplément numéro 4, Conseil de tutelle 13e session. Cette question est traitée aux pages 9, 10 et 11 du document du numéro 75 et du numéro 90. L'opinion générale qui se dégage des appréciations de la mission de visite est que deux formations politiques, le Cameroon United National Congress et la French Cameroons Welfare Union, ainsi que d'autres pétitionnaires, avaient demandé soit l'unification immédiate du Cameroun, soit l'aménagement des rigueurs de frontières. Il est intéressant de constater que dans ce document, la mission de visite reconnaît qu'en dépit de son opposition au Cameroon United National Congress, la Cameroon National Youth Federation, parti du docteur Ndele, n'a pas fait opposition formelle au principe de l'unification, mais avait souligné la nécessité de faire disparaître les difficultés de frontières à l'intérieur du territoire. Plus significative est la mention contenue au numéro 78 du rapport, page 10, où la mission déclare qu'au cours d'une réunion tenue à Bewa, à Bouéa, avec les 10 représentants du Cameroun à la Chambre d'Assemblée et la région de l'Est nigérian, ceux qui avaient soulevé la question de l'unification avaient eu l'appui de tous les élus, c'est-à-dire y compris le docteur Ndele, président de la Cameroon National Federation. Ainsi, donc, il apparaît clairement qu'en 52, les masses du Cameroun sous administration britannique réclamaient l'unification du territoire. Mais voilà qu'on vient nous dire que ces aspirations étaient exprimées en termes généraux, qu'aucune campagne politique n'avait été menée auparavant sur la question de l'unification. Cela revient à dire que, pour qu'une revendication de nos compatriotes soit prise en considération, l'on va exiger des villageois et des simples gens de l'Afrique la même habileté oratoire ou littéraire qu'on attendrait soit des parlementaires, soit des représentants diplomatiques. Il n'est pas inutile de noter que les audiences étaient accordées aux Africains en présence des représentants de la puissance administrante, comme le mentionne la mission elle-même dans le numéro 78, déjà cité dans le rapport, mais nous reviendrons sur cet aspect important du problème lorsque nous aurons à parler du Cameroun sous administration française. Il y a une indication qui ne figure pas au rapport, mais qui est connue de tous les Camerounais de la zone britannique. Il s'agit des colibés que la foule opposa au docteur Ndele, alors président de la Cameroon National Federation, lorsqu'il arriva à Kumba en compagnie de la mission de visite. Cette hostilité était due au fait que le leader de la Cameroon National Federation s'opposait au principe de l'unification. Depuis l'année dernière, les événements qui se déroulent au Cameroun sous administration britannique ne nous ont que donné raison.
En effet, c'est le troisième congrès de Cameroon National United Congress, devenu le Cameroon National Congress, qui, en avril 53, se prononce par 83 voix pour l'unification contre une voix en faveur de l'intégration dans le Nigeria. Et en décembre, dans le plébiscite organisé sous forme d'élection, devant trancher le conflit entre la tendance favorable à l'intégration dans le Nigeria et la tendance favorable au détachement du Nigeria, comme première étape vers l'unification, les seuls candidats élus sont les 13 candidats se réclamant du programme du KNC, qui est le parti de l'unification. Il est intéressant de signaler que le docteur Ndele a adhéré au KNC. Le 24 mai 1953, marquant ainsi le renoncement à l'hostilité de la Cameroon National Federation pour l'unification. Aujourd'hui se déroulent au Cameroun sous administration britannique des élections pour la désignation des membres d'assemblées de district, et nul ne peut contester le fait que dans les 80% des cas, sinon plus, ce sont les partisans de l'unification qui l'emportent. En définitive, pour rejoindre le point de vue du représentant de la Grande-Bretagne, nous savons nous aussi que le régime de tutelle a été fait pour l'intérêt des populations. Or, en janvier de cette année, des Camerounais ont été assassinés par des agents de la douane à Tombelle, d'autres ont été blessés, et ce sont ces derniers qui ont été arrêtés et écroués à la prison de Kumba. J'ai eu l'occasion de protester contre ces faits par une lettre adressée à l'administrateur anglais de Kumba en septembre de cette année. Est-ce là l'intérêt des habitants du Cameroun ? Pour terminer sur ce chapitre, je me permettrai d'en appeler au témoignage d'un haut fonctionnaire français, le gouverneur Repiquet, ancien commissaire de la République au Cameroun, qui dans la préface d'un livre édité par les services administratifs et intitulé « L'œuvre de la France au Cameroun », a pu dire que la frontière qui sépare le Cameroun en deux parties est une frontière arbitraire. Il s'agit de l'édition 1936. Comment ce qui est arbitraire dans un pays commun et reconnu comme tel, par un personnage autorisé, peut être considéré comme étant de l'intérêt des habitants de ce pays ? L'intérêt des habitants du Cameroun est donc dans la réunification et non dans la division arbitraire. Dans le document TL 445, page 4, Conseil de tutelle, 13e session, j'ai noté le ton modéré employé par le représentant de l'autorité chargée de l'administration en ce qui concerne l'unification du Cameroun. Toutefois, la déclaration du représentant de la France conserve ceci de grave qu'elle a tendance à piétiner la question politique fondamentale posée par la demande de l'unification et à en faire une simple question d'ordre économique. D'autre part, le représentant de la France, se référant aux conclusions de la mission de visite, déclare que la question de l'unification du Cameroun n'intéressait pas la majorité de la population, qu'elle était surtout liée à des luttes politiques. Cette question est traitée dans le rapport de la mission de visite, document T1110, supplément numéro 5, Conseil de tutelle 13e session. Au cours de la précédente audition, j'ai eu à protester contre l'affirmation de la mission de visite selon laquelle la question de l'unification des deux Camerouns ne revêtait aucun caractère d'acuité dans le Cameroun sous administration française. La question de la non-représentativité de l'union des populations du Cameroun, qui a toujours été évoquée à l'encontre de la demande d'unification, comme à l'encontre des autres revendications défendues par notre mouvement, sera traitée plus loin. Qu'il me soit néanmoins permis de contester la solidité des bases d'appréciation de la mission de visite de 52. Avant l'arrivée de la mission au territoire, l'Union des populations du Cameroun adressait une lettre au secrétariat des Nations Unies, lettre dans laquelle notre mouvement exprimait ses craintes pour une éventuelle orientation des tournées de la mission par la puissance administrante. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies nous rassura de la liberté de mouvement dont jouirait la mission et de la possibilité
qui allait nous être donné pour remettre des pétitions et discuter avec les envoyés des Nations Unies. Or, à son arrivée au territoire, la mission s'installa à Ngaoundéré, dans le nord, pendant près de 2 semaines pour, nous avait-on dit, préparer le rapport sur le Togo. Par la suite, nous eûmes connaissance du programme des tournées de la mission. Constatant que la grande partie du temps était consacrée aux régions qui, à l'époque, n'étaient pas politiquement organisées et où la mission devait répéter ses visites par 2, voire 3 fois, alors que d'importantes fractions du pays ne devaient pas recevoir la visite de la mission, nous écrivîmes à M. Picchi, président de la mission de visite, pour lui proposer des modifications qui, à notre avis, étaient de nature à ouvrir l'accès d'importants groupes de la population à la mission. Notre lettre n'eut pas de suite satisfaisante, et le programme primitif fut maintenu. C'est là la première anomalie que nous eûmes à déplorer à l'endroit de la mission de visite. Pour ne citer que 3 exemples, l'importante région Bamileke, la plus vaste et la plus peuplée du Cameroun, du territoire, ne reçut la mission de visite que pour une période d'à peine 24 heures. En effet, en partie Nkonsamba, région du Mungo, la mission fut un passage éclair pour arriver à Fumban après avoir passé une nuit à Tchang. La région du Mungo seule méritait au moins 2 journées de visite. Arrivée à Douala, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, la mission n'eut des contacts avec les populations de Douala que pour cette seule journée du 1er novembre. Pour ce qui est de la région de Sanagara-Maritime, ce fut une courte visite effectuée de Douala à Edea, à 90 km de Douala. Aucun poste de l'intérieur ne reçut la mission. Ceci en dépit des demandes réitérées des populations autochtones. Il se trouve, comme par hasard, que les régions qui étaient évitées ainsi étaient celles de l'Union des populations du Cameroun, étaient le mieux organisées à l'époque, c'est-à-dire où les masses étaient suffisamment éduquées pour présenter les doléances.